Bah, j'ai toujours dessiné. C'est vrai que mes premiers souvenirs, ouais, ouais, depuis toujours, j'ai toujours dessiné. Et moi, j'ai deux grands frères et eux dessinent. Ils dessinaient beaucoup, beaucoup. Ils faisaient de la BD d'ailleurs. Euh, et donc, quand je suis moi arrivé, le temps que j'apprenne à marcher et tout, et puis le reste, mais j'avais toujours envie de les rattraper en fait, parce qu'ils dessinaient tout le temps et que c'était le modèle, les grands frères. Donc j'ai couru après eux toute mon enfance et encore aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils font encore comme dessin, je suis toujours impressionné. Donc c'était ça le vrai moteur. Mes parents dessinaient, je me souviens que mon grand-père aussi, paternel, nous dessinait souvent des trucs, voilà. Et donc c'était naturel. Aux anniversaires, à Noël, on avait toujours du matériel de dessin, des blocs, des plumes, des pinceaux, des petites valises avec des aquarelles, des trucs comme ça. Donc c'était normal, on était vachement encouragés à ça, quoi. Et puis assez vite, mes frères prenaient des cours de dessin au Carrousel du Louvre. Et moi, j'ai suivi après derrière. Donc voilà, c'était vraiment l'activité des enfants, quoi. Et puis, comme beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que nous, on a continué, et moi encore plus. Mais bon, c'est vraiment un classique, je crois. Tous les auteurs, autrices de bande dessinée disent ça. C'est-à-dire que c'est les enfants qui dessinent, et puis en fait, il y en a qui s'arrêtent pas. Qui... Je pense qu'aussi notre goût de raconter des histoires, elle vient du fait que on a aimé en lire et voir des films et tout. Donc c'était l'envie de participer, nous aussi, à ça, je pense. Enfin bon, je parle pour tout le monde, pour les frères aussi, mais en tout cas, moi, c'est ça. Avec, dans mon cas, ce truc magique de me dire que ce que j'aimais dans la bande dessinée, en fait, l'outil que, disons que l'outil principal de fabrication de bande dessinée, il était entre mes mains et qu'il y avait qu'à perfectionner ça pour y arriver, quoi. Il y a une économie de moyens dans la bande dessinée qui est assez magique, qu'on peut retrouver quand on est écrivain par exemple, hein, dans certains médiums. C'est moins le cas au cinéma. Mais moi ça c'est un truc que je trouve génial et pour tous les enfants c'est assez magique. C'est-à-dire qu'il suffit de voir une BD, de se dire je dessine et tout de suite une histoire apparaît, quoi. C'est très simple. Mon grand-père, c'était une figure très imposante, familiale. On allait tous les dimanches manger chez mes grands-parents et tout, et il prenait énormément de place, comme parfois les comédiens voilà. Il était comédien, acteur de cinéma aussi, comédien de théâtre et aussi metteur en scène. Donc il avait voilà, ce goût de la mise en scène et tout. Il y avait beaucoup de livres de théâtre, beaucoup de choses comme ça chez lui. Pas mal aussi de livres d'art, beaucoup de peintures, de gravures et tout. C'était un amateur. Enfin voilà, la culture, disons, un peu comme ça, la grande culture, c'était quelque chose qui était important. C'était un flambeur aussi, donc il était très haut en couleur, il parlait très fort. Si on l'écoutait pas, il pouvait se mettre dans des colernes très, très importantes et tout. Donc je pense mes frères ont été sûrement influencés par sa carrière au cinéma et tout. Je me souviens d'un livre chez lui où il y avait des photos de lui déguisé dans plein de personnages. Alors je crois pas que c'était un livre sur lui, mais en tout cas voilà, il y avait une espèce de panaché comme ça de tous ses rôles. Et parfois il était en vieille femme, parfois il était alors jamais en jeune premier parce qu'il avait une tête improbable, mais voilà, c'était très étonnant à voir et j'aimais bien regarder ça comme si mon grand-père était multiple, quoi, qu'il avait plein plein de personnalités. De ce livre, Le cas David Zimmerman, je sais pas trop d'où elle vient. Euh, en fait, je crois me souvenir que je me suis réveillé en pleine nuit avec cette idée d'échange de corps. Et tout de suite, bon, je voudrais pas trop dévoiler la suite du récit, mais parce que l'échange de corps en soi, c'est une idée assez classique qu'on retrouve dans beaucoup de récits fantastiques, de films, etc. D'ailleurs, au cinéma, dans les années 80, ça a été plusieurs fois traité sous l'angle un peu de l'humour un peu potache, un peu, voilà, en tout cas des comédies comme ça, un peu comédie romantique. Et l'idée que moi j'ai eue, c'était de justement pas traiter ça comme ça, de le traiter de manière très très réaliste, d'en faire un drame, quelque chose de très noir. Euh, et, euh, et assez vite, j'avais l'idée que c'était pas simplement un échange, mais que c'était plus compliqué que ça.
Donc c'est là où je veux pas trop dévoiler la suite du récit, mais donc voilà, je me suis réveillé avec ça et j'ai souvent des idées. Parfois, ça tient sur un tout petit principe comme ça, et il y en a plein que je laisse tomber parce que en y réfléchissant, en tournant autour, pas grand-chose ne s'accroche quoi. Et là, c'est vrai qu'elle restait l'idée, elle restait et plus j'avançais avec cette idée, plus des problématiques personnelles s'amalgamaient à cette idée. J'ai commencé à écrire seul. J'avais quand même toute l'architecture du récit, l'arc narratif, les personnages étaient, en tout cas pas tous, mais David, son meilleur ami, enfin ouais, j'avais quelques personnages comme ça vraiment bien en place. Et puis j'avais les grands rendez-vous, on va dire, du récit, quoi. Mais j'arrivais pas. Et donc j'étais en train d'abandonner ce projet quand Arthur m'a dit non, non, il faut pas, celui-là, faut pas que tu le lâches parce que c'est vraiment bien, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'original et quelque chose à faire. Et donc j'ai cherché, il m'a dit il faudrait que tu écrives avec quelqu'un. Au début, il s'est pas présenté lui, mais et donc on a réfléchi ensemble et puis il m'a mis en relation avec un écrivain qui s'appelle Tristan Garcia, qui est un écrivain enfin un philosophe, chercheur et aussi écrivain de romans. Et j'avais adoré son recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle Sept, parce que ça ressemblait disons, dans l'envergure et dans la dimension très réaliste du fantastique, avec même cette atmosphère très parisienne dans certains récits. Et j'aimais beaucoup ça. Et donc, j'ai échangé avec Tristan et tout, qui était prêt à m'accompagner, je pense de loin, mais un peu pour me débloquer. Et en fait, juste après avoir commencé cette discussion, Arthur est revenu me voir en me disant, en fait, j'ai envie de l'écrire avec toi, et je crois que, enfin, l'idée ne me quitte pas, et je crois que j'ai envie d'en faire un film après. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc là, on a retravaillé tout le scénario ensemble, en se disant bien que là, le travail, c'était un scénario de bande dessinée, et que après, Arthur ferait une adaptation du scénario, et non pas de la BD. C'était important aussi pour lui de savoir que son film serait pas une adaptation de la bande dessinée, mais une adaptation de l'histoire, en fait, qu'on avait élaborée. Et donc il a été très respectueux aussi de ce que moi je voulais mettre en place et tout, parce qu'il savait que les choses qu'il aimait pas, ou qu'il aimait moins, ou les solutions parfois qui le touchaient moins, il pourrait, il pourrait les enlever, les changer, les modeler à sa guise après. Et donc voilà, on a travaillé comme ça, en se voyant très régulièrement, en se racontant les scènes, et en fait, il a débloqué beaucoup de choses, il a amené des idées aussi, et puis c'est quelqu'un qui a une habitude de l'écriture de scénario, pas mal de technicité aussi, et ce qui est bien, il est très exigeant, et du coup, il remet toujours en question la première idée, ce qui permet d'aller plus loin, même si souvent on revient à cette première idée, au moins on sait pourquoi, parce qu'on a essayé les différentes solutions. Et, euh, donc voilà, on a écrit assez longtemps, mine de rien. Et voilà, et ensuite je me suis mis à dessiner seul. Lui est parti travailler sur son adaptation de scénario. En me, on continuait à échanger, il me racontait et tout, mais moi j'étais vraiment concentré sur mon truc, et puis je sentais que lui, il fallait qu'il fasse aussi de son côté. Et donc voilà, quand je bloquais sur des trucs de mise en scène, je lui montrais, il me donnait son avis et tout, et en fait, on a continué à travailler ensemble comme ça, tout le long de l'élaboration de la bande dessinée. Et en fait, ça s'est poursuivi après sur son film parce qu'il me posait des questions, sur le casting, sur parfois enfin, où me posait pas des questions, mais en tout cas, il m'a intégré un peu au processus de certains choix, des décors, de ça. Et là, il est en montage et je vais sans doute bientôt aller voir une version de montage. Enfin, voilà, donc c'est une aventure qui continue. Un scénario, c'est un peu comme un entonnoir. C'est-à-dire que au début, on commence, le livre, il pourrait commencer en fait, de plein de manières différentes. Il y a quelque chose d'un peu arbitraire de se dire, ça commence comme ça. Alors moi, je fais pas trop de dessins avant, pendant l'écriture, ou alors des crobards, des trucs comme ça. Mais à partir du moment où je me mets vraiment dans le récit, là, j'ai une petite période de 15 jours, 3 semaines où je crobarde, j'essaye des choses. Et ensuite, en fait, les personnages, ils se mettent effectivement à vivre réellement en dessin dans le récit, dans les cases et dans les planches. Parce que avant, c'est un peu
c'est un peu comme des figures de cire, on les fait, mais ils n'ont pas d'attitude, ils n'ont pas de raison d'être en fait. Donc ils deviennent vraiment ce qu'ils sont, je dirais presque au fur et à mesure. Là, je parle d'un point de vue graphique, hein, au fur et à mesure de l'élaboration du dessin de la bande dessinée. Pour ce qui est de la question des personnages qui se mettent à être autonomes presque dans le récit au moment de l'écriture, j'ai l'impression que ça c'est un peu un cliché. Enfin moi en tout cas je l'entends souvent dans la voix d'écrivains, d'écrivaines et moi ça je l'ai jamais vraiment expérimenté. Enfin, je l'ai jamais j'y crois pas trop à ça, espèce d'idée que à partir du moment où les personnages existent et où le récit il va dans un sens, les personnages réagissent comme ils devraient réagir. En fait non, euh, tout ça est prévu en fait. Il y a vraiment un but à atteindre, il y a des situations, et la question par contre c'est toujours de se demander, bon le personnage que j'ai mis en place, je sais qu'il a tel trait de caractère, voilà, il est typé de telle manière, il est plutôt introverti, dépressif, mal dans sa peau, ou au contraire exubérant, beau gosse, donc il a cette sociologie là, et avec tous ces éléments là, on essaye de réfléchir comment il réagirait dans telle situation. Donc en soi, oui, il va, il peut réagir que d'une manière, mais c'est bien parce qu'on l'a choisi. Au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, il y a de moins en moins d'arbitraire parce que il y a quelque chose d'inéluctable parce qu'on a choisi la direction où on va, et donc les choix qu'opèrent les personnages, ils sont très orientés pour arriver à ce, et c'est ça qui est très difficile en fait. Et c'est là où moi, par exemple, je bloque souvent, c'est-à-dire que je sais où je vais, enfin où je dois aller, mais je sais pas quel choix les personnages doivent faire ou quelle situation doit amener telle question qui va entraîner tel choix pour pouvoir arriver à cette fin-là. Et ce qui est magique dans l'écriture, et notamment quand on est deux, c'est que donc on invente ces situations pour que les personnages soient face à des dilemmes pour faire des choix. Et en fait, ces situations elles-mêmes ouvrent des nouvelles portes de signification. C'est ça un scénario réussi, c'est qu'à chaque étape, on a un peu la tête qui explose en se disant ah j'avais pas du tout prévu, mais là ça parle de ça et ça en parle de manière tellement pertinente que si j'avais voulu parler de ça, j'aurais pas su comment le faire. Donc il y a des espèces de trucs hasardeux qui, et parfois au contraire ça on tombe sur des situations où c'est pour ça qu'on finit par en choisir d'autres, où en fait ça exprime pas grand chose, quasiment rien, et donc on les laisse de côté et on cherche autre chose. Et voilà un peu comment ça fonctionne, mais c'est très intuitif en fait. C'était évident très vite que le récit parlait d'identité et parlait d'un personnage qui a un problème avec son identité. Il le sait pas forcément au départ, mais à la faveur de ce changement de corps, il va se retrouver confronté à ces questions et à ces problèmes d'identité. Et pour moi, la photo, particulièrement, mais c'est vrai du dessin en fait, ça aurait pu être un dessinateur, mais c'était plus évident parce que ça parle à tout le monde la photo. C'est vraiment la trace du temps quoi, de ce qui passe, et donc la trace de notre identité parce il y a plusieurs moments comme ça il y a beaucoup de choses qui passent par la photo dans le récit. Mais il y a aussi ce fameux moment où pour se présenter à l'autre, il va ouvrir pour raconter sa vie, il va ouvrir une boîte de photos. Et donc il y a des espèces voilà, c'est une espèce de rembobinage de sa vie à travers la fameuse boîte de photos de famille, quoi. Et ça, alors il y a plusieurs raisons aussi. Le fait qu'il soit photographe, c'était une référence directe à Blow Up d'Antonioni. Euh, L'idée qu'on est témoin de choses, enfin que le photographe ou le dessinateur en réalité, pour moi c'est pareil. D'ailleurs, je pense souvent à ce film qui s'appelle Le meurtre dans un jardin anglais, qui est un peu sur le même principe, où c'est un dessinateur qui est invité à dessiner le jardin d'un seigneur, et en fait, en dessinant, il se rend compte il y a un meurtre. Voilà, c'est vraiment il y a aussi bien sûr dans Fenêtre sur cour de Hitchcock, où c'est un photographe bloqué chez lui, et donc avec son téléobjectif, c'est vraiment la position du regardeur, du voyeur, du témoin en fait. Euh, et de témoin, ces personnages deviennent acteurs, quoi. Il y a un peu cette idée-là de passer de l'autre côté, et c'est très moteur dans un récit. Donc il y avait ça. Et puis, l'idée donc de l'identité, de la boîte presque la boîte de souvenirs à travers les photos. Je pense que ça vient du fait que j'ai eu l'idée de ce livre au moment où j'allais avoir un enfant.
Et c'est un truc, voilà, où moi je me suis retrouvé, je pense, à ce moment-là, un peu bousculé dans mon identité. Parce qu'avoir un enfant, ça questionne sur l'héritage, d'où on vient, ce qu'on va léguer, qui on est, on était fils, on devient père, enfin il y a tout cette espèce de truc. Et puis ce truc très classique d'essayer de retrouver des photos de soi enfant pour se reconnecter à l'enfant qu'on était, pour ce qui est, enfin voilà, bon, ça travaille quoi. Donc il y avait, je pense, ce truc-là derrière, cette espèce de fantôme de la vie passée qui est présente dans la photo. Euh, Après, les objets, moi, je suis fasciné par cette idée que effectivement, les objets qu'on aime, ceux qu'on a, même ceux qu'on n'aime pas, mais qu'on possède, finalement, nous définissent sans doute mieux que si on avait à dire moi, je suis un tel et je fais ça et je pense ça, etc. Et donc, on parlait de Pérec tout à l'heure. Pour moi, c'est une idée vraiment comment il appelle ça, de l'infra-ordinaire, de se balader dans l'appartement de quelqu'un et de découvrir qui il est à travers la décoration, les objets, les livres, etc. C'est un truc maintenant avec Airbnb, on peut facilement faire ça, j'adore faire ça. Et on apprend beaucoup de choses souvent, parfois on se trompe, mais en tout cas c'est une idée géniale de fiction, le portrait par l'objet.